Bonjour tout le monde, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. François Bégin est avec vous pour cet épisode hors série. Cette semaine, on parle de fibrose kystique. On reçoit tout d'abord M. Olivier Jérôme, qui est directeur général régional pour Fibrose Kystique Canada. On va recevoir Marie-Pierre Emery pour un témoignage. Marie-Pierre qui vit avec la maladie depuis sa naissance. Et M. Louis Danjou du groupe Sanitec va venir nous parler des campagnes de levée de fonds qui sont en cours présentement et de comment vous pouvez aider Fibrose Kystique Canada à lever des sous pour la recherche, évidemment. Alors, bienvenue à l'émission, bienvenue à Ça tombe pas du ciel. Merci à nos invités d'être avec nous. On part ça quand? On part ça maintenant. Ben, parlons-en un petit peu, Olivier, ensemble, de la fibrose kystique. Il y a plusieurs idées préconçues. Il y a des gens qui ne savent pas trop c'est quoi. Des fois, on mélange avec d'autres maladies aussi. Je veux que tu nous en parles un peu. Ben, écoute, la fibrose cystique, là, pour faire simple, c'est la maladie génétique la plus courante au Canada. Donc, une maladie génétique parce que, ben, en fait, on en hérite. Nos deux parents sont porteurs d'un gène défectueux. Ils transmettent le nombre de copies qu'il faut à leur enfant et à la naissance dont le diagnostic a lieu. Et c'est ainsi que les nouveau-nés sont porteurs de la maladie. As-tu des statistiques, Olivier, au niveau de ça touche combien de personnes? Y a-tu des pourcentages qui existent là-dessus? Ben, au Canada, c'est 3400 à peu près, grosso modo. Pour le Québec, c'est 1200 personnes qui vivent avec la maladie et de tout âge. Donc, historiquement, la fibrose kystique était surtout associée à l'âge pédiatrique. Donc, les avancées médicales, le progrès de la recherche, tout ça fait en sorte que nos petits FK aspirent à des vies beaucoup plus longues et aujourd'hui, mais la grande majeure partie des patients maintenant atteignent l'âge adulte et même un bon pourcentage peuvent même vivre au-delà de 40 ans. Donc, tout ça, c'est les résultats des efforts qui ont lieu tant au niveau clinique chez les cliniciens qu'au niveau des chercheurs. Mais ça a changé rapidement, Olivier, parce que si on recule, il n'y a pas si longtemps que ça, l'espérance de vie, c'était vraiment différent, là. Ben, aujourd'hui, on parle d'un âge médian de survie de 52 ans. Donc, ça veut dire que ça a quitté l'ordre pédiatrique, comme on dit, et ça continue d'évoluer dans le bon sens. Puis les nouvelles générations de traitements qui arrivent sont juste annonceurs de très belles nouvelles pour la communauté. Puis les patients sont très au fait de ce qui s'en vient. Donc, c'est positif. Et ça, c'est grâce à quoi? Il y a eu beaucoup d'argent investi, j'imagine, en recherche. Est-ce que c'est les médicaments qui ont évolué? Il y a plusieurs facteurs, j'imagine. Ben, c'est les deux, hein. Un patient, et ça, peu importe la maladie, a besoin de deux choses. Il a besoin de traitement, d'être suivi par une équipe clinique, donc les soins, et a besoin de traitement. Donc, et ça, la fibrose kystique, c'est grandement amélioré au Canada sur les deux volets, c'est-à-dire les programmes de soins qui sont livrés dans les cliniques de fibrose kystique en centre hospitalier, donc dans notre réseau québécois, même au Canada, se sont mis à opérer de façon fermée. Marie-Pierre nous parlera plus tard de c'est quoi les enjeux avec toutes les contaminations croisées entre patients, mais la nature de la maladie a fait en sorte que les cliniques se sont regroupées, se sont fermées, se sont organisées comme équipe pluridisciplinaire où est-ce que tous les professionnels de la santé qui s'inscrivent dans la trajectoire de soins des patients sont dans un même lieu et travaillent en groupe fermé, ce qui fait que les traitements de soins sont livrés plus souvent qu'autrement selon les meilleures pratiques. Même le Canada fait figure d'exemple dans le monde dans la façon de suivre le parcours d'un patient là, à travers les âges. Mm-hmm. Et ben, l'autre volet, le médicament. Je veux dire, historiquement, la fibrose kystique était traitée surtout via les symptômes qui en découlaient. Donc, cette maladie génétique causait certains dérèglements assez importants, assez graves au niveau des fonctions pulmonaires, au niveau des fonctions digestives, même au niveau des fonctions endocriniennes. Là, c'est près d'un adulte sur deux qui peut vivre avec un diabète causé par la fibrose kystique et les cliniciens géraient ces symptômes. Mais là, les nouvelles générations de médicaments s'attaquent directement de façon ciblée au déséquilibre génétique. Donc, c'est des thérapies ciblées qui vont aller corriger de façon imparfaite, parce que sinon, on aurait une cure.
on n'a pas encore la cure, ça demeure une maladie incurable, mais l'ensemble des causes génétiques qui créent cet effet en chaîne qui vient malheureusement avoir des conséquences négatives sur les fonctions pulmonaires, digestives ou autres chez les patients. Donc, c'est une façon de retarder grandement la progression de la maladie, voire même de la ralentir à un certain point. C'est ça, j'allais dire. On est putain dans la. On s'enligne de plus en plus vers non seulement de la guérison, mais de changer à la base qu'est-ce qui fait qu'il y en a. Est-ce qu'on peut entrevoir éventuellement qu'il n'y en aura plus de fibrose kystique? Est-ce que c'est quand même encourageant, les signes de ça? On souhaite tous être au chômage technique, François. Ben, je te souhaite de perdre ta job, c'est drôle à dire. Le but, notre mission, c'est ça, c'est de faire en sorte que tous les fibrokystiques, et peu importe la mutation génétique dont ils sont porteurs, aient un traitement qui puisse corriger l'ensemble des défauts pour ensuite dire que la maladie est guérie chez eux. Donc, pour le moment, on y va progressivement. La science s'attaque aux mutations les plus courantes, mais c'est de très bon augure parce que ces principes d'action ciblés-là fonctionnent, donnent de très bons résultats, font leurs preuves. En fait, on peut voir que normalement, c'est une ligne descendante tout au long de leur vie. Ces modulateurs-là tendent même à inverser la ligne d'une pente descendante à quelqu'un qui il regagne en force. C'est encourageant, c'est vraiment encourageant ça. On va en reparler avec Louis dans quelques instants parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire, vous, chers auditeurs, en ce moment pour supporter Fibrose Kystique Canada. Mais d'abord, Marie-Pierre, Emery, merci d'être là, Marie-Pierre, de venir témoigner, nous parler un petit peu. Tu as entendu Olivier échanger aussi sur les efforts qui se font. J'imagine que ça doit te faire chaud au cœur de voir que tu n'es pas seul là-dedans d'une certaine façon. C'est certain, puis c'est quelque chose d'intéressant parce que la fibrose kystique, traditionnellement, c'est une maladie assez solitaire. Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est que les patients fibrokystiques sont dangereux les uns pour les autres. Donc, on ne peut pas se réunir physiquement en présentiel. En fait, nous, le fameux 2 mètres de distance, le port du masque en public, on est habitué à ça. C'est un peu notre réalité. Donc, c'est sûr que d'avoir une communauté virtuelle, particulièrement dans les moments comme présentement, mais aussi en général, c'est toujours vraiment, comme tu dis, ça fait chaud au cœur, puis ça nous aide à nous sentir moins seuls dans la situation. Et une autre chose, c'est que la maladie évolue, comme on le dit, puis nous, on grandit, puis plus on grandit comme personne atteinte de fibrose kystique, plus il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent, malheureusement, parce que ce qui était une maladie pour enfants n'a pas été pensé comme une maladie pour adultes. Donc, certaines recommandations, certains traitements vivent bien le cours du temps. Et d'avoir des réseaux sur Internet, par exemple, sur les réseaux sociaux, d'avoir des gens avec la fibrose kystique avec qui on peut échanger dans des milieux qui sont soit faits par les patients eux-mêmes, mais aussi dans des milieux qui sont faits par Fibrose Kystique Canada et les organismes patients, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose qui nous aide à passer à travers ça. Là. C'est réconfortant, ça fait du bien de pouvoir voir qu'on, finalement, comme tu dis, oui, c'est solitaire, mais il y en a d'autres qui sont dans leur solitude, mais qu'on est capable au moins de communiquer puis d'échanger. Exact. Parle-nous un peu, Marie-Pierre, de ton quotidien. Qu'est-ce que la maladie, dans le fond, t'amène à tous les jours? Puis comment ça a évolué aussi au fil des ans? Parce que tu es né avec cette maladie-là. C'est pas arrivé comme ça par la suite des choses. Ça a dû évoluer, là. Certainement. La fibrose kystique, c'est une maladie qu'on appelle dégénérative. Donc, effectivement, une maladie dont la courbe a tendance à descendre, comme l'expliquait Olivier. Moi, quand je suis née, pour donner un exemple, l'espérance de vie était de 28 ans. Et donc, moi, j'ai 29 ans. Donc, ça a été tout un événement l'an dernier à ma fête. Wow. Imaginez mon surprise party, je l'ai eu à mes 28 ans et non pas à mes 30 ans, comme plusieurs de mes amis. C'est clair, donc, ça doit changer la game. Là. Ça doit être une espèce de libération, de dire je me suis rendu là, puis au début, les pronostics, c'était pas ça. Là. Exactement, c'était pas du tout ça les pronostics. Puis j'ai perdu des amis en cours de route aussi qui, eux, n'ont pas battu les statistiques. Donc, c'était quelque chose qui était très émouvant, mais aussi très encourageant sur l'avancée des médicaments. Pour ma part, quand j'étais jeune, j'ai été diagnostiquée à la naissance à cause de complications à la naissance, mais par la suite, ça m'a peu affectée. Comme Olivier le mentionnait, la fibrose kystique va toucher principalement les poumons, mais aussi le système digestif, le pancréas qui est beaucoup touché. Et moi, ça a été la première et l'affectation principale la majeure partie de ma vie. Mais donc, j'ai pu aller à l'école sans problème. Ça a été toujours un milieu qui a bien été pour moi. Et quand je suis entrée à l'université, c'est là que les choses ont été un peu plus compliquées. Évidemment, on imagine bien quelqu'un à la fin de l'adolescence, début de la vingtaine, qui entre à l'université,
ça vient avec les parties, les late night, l'étude qui est intense. J'ai étudié en droit, donc je me suis pas non plus aidée nécessairement. Et, et non, mais à un point que mes médecins m'avaient demandé si je pouvais pas lâcher Ah l'école. ouais, Puis, évidemment, parce que c'était ben, vraiment intense, là, ouais. à chaque fin de session, je tombais malade puis j'étais hospitalisée 2 à 3 semaines. Puis ma fonction pulmonaire, qui est un peu le barème qu'on utilise pour voir à quel point on est en forme ou pas en forme, continuait de descendre. Et pour parler un peu de la fonction pulmonaire, dans le fond, une personne normale, entre guillemets, là, le normal n'étant pas un mot qu'on aime toujours, mais qui est quand même évocateur, pourrait avoir une capacité pulmonaire de 100 à un peu plus que 100%. Donc, par rapport à sa taille, à son âge, combien de litres d'air on s'attend à ce que la personne dans ses poumons à une certaine période de temps. Et tout au long de ma jeunesse, j'étais dans les 80%, 90%, donc une vie assez normale. En fait, quelqu'un qui fume ou qui est un peu malade pour avoir un peu le même genre de Ouais, capacité c'est ça, pulmonaire. j'allais te demander tout le côté sportif, Ouais. là, parce qu'à l'école, on a des cours d'éducation physique. Des fois, on Mm. va être dans la ligue de soccer, on veut faire de la gymnastique. Comment tu vivais ça, toi? Ben, la pensée autour de ça a beaucoup évolué dans la communauté fibrose kystique. Quand j'étais petite, on pensait que je pouvais pas nécessairement faire du sport, participer aux activités. Mes parents n'ont jamais été du genre non plus à me mettre des limites, donc j'ai quand même participé, parfois contre mon gré parce que je n'étais pas la plus grande fan Oui, c'est ça! d'éducation Tu peux physique. faire du sport, vas-y! Ouais, mais j'ai peut-être pas le Oui, goût d'en c'est ça, faire, tu sais. exactement. Mais avec le temps, en fait, faire du sport est devenu un type de traitement pour la maladie. Donc, on nous dit que faire du sport, c'est comme c'est pratiquer un muscle, c'est pratiquer nos poumons à prendre de l'expansion, à respirer mieux, c'est pratiquer notre souffle. Donc, c'est bon pour nous. Mais avec le temps, pour moi, c'est devenu beaucoup plus difficile. Déjà que j'étais pas une sportive dans l'âme. Donc là, au cours de mes années universitaires, ma fonction pulmonaire est tombée dans les 60%. Puis là, dernièrement, depuis quelques années, je suis dans les 40-50% de fonction pulmonaire. Pour expliquer à quelqu'un comment ça se file, c'est difficile à faire. Il y a des exemples qui ont été donnés des gens qui respirent dans des pailles en plastique, par exemple, pendant 1 minute en se bouchant le nez. Puis ça vous donne un exemple de quelqu'un qui est en phase peut-être même avancée là, que ça au niveau de la maladie. Mais moi, pour l'expliquer à quelqu'un, souvent, ce que je dis, c'est que je fais comme si j'avais un poumon sur 2. Puis je pense que c'est une image qui est assez révélatrice aussi, c'est-à-dire moi, quand je monte les escaliers, je suis essoufflée. En vous parlant présentement, je suis un petit peu essoufflée. Quand je prends une marche autour de mon quartier en temps de COVID, puis que je porte un masque, ben, je suis un petit peu essoufflée. Le masque t'aide pas en plus, tu sais. Ouais. Donc, ça aide pas, mais comme je le disais, on est quand même habitué à le porter. Ouais. Fait que c'est pas quelque chose que je pense que c'est important de le faire, puis je dirais pas que je veux pas le porter, mais je comprends, puis je le ressens après avoir fait ma marche ou avoir été faire l'épicerie, ben je le ressens. Donc, c'est des petites choses comme ça, mais auxquelles on s'habitue parce que c'est dégénératif, c'est progressif comme maladie, donc on s'habitue à chaque fois d'en perdre. Mais là, on est devant des thérapies, comme Olivier l'a mentionné, les modulateurs, qui nous donnent un peu cet espoir-là d'en regagner. Puis aux États-Unis, où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu accès plus rapidement aux médicaments, il y a des gens qui ont regagné jusqu'à 20% de leur capacité pulmonaire. Wow. Ça, de l'imaginer, moi, c'est des années de plus, c'est fonder une famille de façon peut-être plus facile, ce qui est peut-être un sujet pour moi qui est d'actualité à l'approche de la trentaine. Puis d'avoir ces médicaments-là qui arrivent, c'est comme une bouffée d'air frais de se dire, tu sais, on a toutes ces possibilités-là. Puis j'ai été chanceuse dans ma vie d'avoir été encouragée à toujours poursuivre mes rêves malgré les C'est ça, difficultés, mais il y a je des... voulais parler parce Ouais. que quand est-ce que tes parents t'ont annoncé ça? Comment tu l'as vécu? Puis ça a dû progresser aussi. À un moment donné, est-ce que tu as des périodes de frustration de dire tabarouette, tu sais, je vois tellement du potentiel, tu sais, puis comment ça doit être rough, ce bout-là, ça doit être terrible. C'est pas facile. La santé mentale en fibrose kystique, c'est un grand enjeu qui fait partie de ceux qui ont été peut-être oubliés au début quand on s'assurait de sauver la vie des gens. C'était notre première chose sur quoi on se concentrait. Puis là, la santé mentale prend une place importante aussi. Moi, j'ai toujours su que j'avais la fibrose kystique. Ça n'a jamais été caché. Quand j'étais petite, je faisais des activités de levée de fonds, porte-parole à certains événements. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie.
il y a une anecdote que j'aime bien raconter qui est que apparemment que quand j'avais 4 ans, j'étais à la garderie, puis il y a un petit garçon qui est venu me voir puis qui dit j'ai parlé à ma mère, puis il m'a dit que même si tu prenais tous tes médicaments, tu allais mourir pareil. Terrible. Tu sais, à cet âge-là, on n'a pas de filtre. Ma femme est enseignante en maternelle, là, je la vois tout de suite partir à crier « On dit pas ça! » tu sais. Exact. Mais c'est ça. Fait que là, les éducatrices ont appelé mes parents pour les préparer, dire que ça s'était passé aujourd'hui à l'école, à la garderie, que j'allais bien, mais juste, ça s'est passé peut-être qu'elle va vous en parler. Fait que ma mère a tâté le terrain le soir. Ah, c'est comment c'était ta journée? Apparemment que tu as eu une discussion avec ton ami, qui t'a dit ça, etc. Et apparemment que, moi je m'en souviens pas évidemment, mais que je lui aurais demandé si c'était vrai. Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai que même si je prends mes médicaments, je vais mourir pareil? Puis bon, ma mère, un peu mal, qui me dit, ben tout le monde va mourir un jour, mais oui, c'est vrai, tu sais, il n'y a pas de guérison envisagée pour l'instant, mais on travaille fort pour ça. Puis bon, une bonne réponse, autant qu'elle pouvait le faire. Et il semblerait que ma réponse a été, mais est-ce que ça va être tout de suite? Puis elle m'a dit, oh non, ça va être dans longtemps, inquiète-toi pas. Et j'ai dit, ah ben tant mieux parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire avant. Ah, c'est beau. Ça, c'est ce que ma mère me raconte toujours. Donc, ça a un peu teinté toute mon enfance, mon adolescence. Mais j'ai été une adolescente comme les autres, avec mes crises d'adolescente, qui n'a pas envie de prendre ses médicaments, puis de faire ce qui était bon pour elle. Ouais. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui le vivent aussi. Puis je pense que ça fait partie de la game, malheureusement. Quand on est adolescent, de se faire dire quoi faire par des médecins puis nos parents, c'est pas... Est-ce que tu dirais, Marie-Pierre, que la maladie a fait de toi une meilleure personne? La maladie a définitivement participé à qui je suis. Est-ce que c'est une meilleure personne? Je ne suis pas nécessairement certaine que je serais une meilleure personne ou une moins bonne personne si je n'avais pas été malade, sauf que je pense que définitivement, ça a forgé mon caractère, puis ça m'a rendue très résiliente à plusieurs égards. Ça, j'en suis convaincue. Je pense que je ne serai pas de celle qui dira que je ne voudrais pas échanger ça pour rien au monde. Là. Je dirais que si je pouvais l'échanger, je le prendrais. Ouais, c'est clair. Mais je comprends l'impact que ça a eu pour moi, puis ça m'a aidé dans mon cheminement d'acceptation de la maladie, qui est un cheminement continu. Oui, parce que tu as encore les effets de ça, puis il y a de l'espoir, mais tu vas les vivre encore. Mais c'est ça, je pense, c'est donner du sens à ce qu'il n'y en a pas. Tu sais, ça n'a pas de sens d'avoir la fibrose cystique. Là. Ça n'en fait aucun. Là, aucun enfant de ce monde. Tu sais, quand on a des enfants, moi j'ai 2 garçons, tout le monde disait c'est un petit gars, c'est une fille. Moi, ce que je veux, c'est un bébé en santé. Tu sais, on veut tout ça pour nos enfants. Ouais. Mais de donner du sens à ce qu'il n'y en a pas pour toi, envers toi-même, envers ta vie, de dire bon, mais regarde. Il y a ça dans ma vie, je ne peux pas rien faire pour le contrôler. C'est un processus d'acceptation. Tu en parles aujourd'hui ouvertement, puis merci de le faire d'ailleurs, parce que je pense que plus on en parle, plus on conscientise les gens aux impacts de tout ça. Mais oui, le côté psychologique, moi, je pense que ça fait de toi une meilleure personne au niveau de ta capacité d'être force, de voir la vie différemment. Tu sais. Probablement qu'il y a des affaires que tu as réalisées à 29 ans, qu'il y a bien du monde qui n'ont pas fait parce que toi, tu voyais un regard différemment sur la vie, tu sais, versus quelqu'un qui est au gouvernement, puis je ne les juge pas, là, mais tu sais, qui voit les jours avant la retraite, puis qui n'est pas heureux parce que tu fais ce que tu as le goût de faire aussi dans la vie. C'est vrai que ça a un impact. Non, définitivement, c'est sûr. Mais en même temps, là, on se retrouve à une croisée des chemins où est-ce que on est plusieurs, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais on est plusieurs à avoir vécu notre vie un peu au jour le jour à cause de notre condition, puis du fait que imaginer le futur, c'était pas vraiment accessible pour nous. Et là, avec les médicaments qui arrivent, il va falloir que je mette de l'argent dans mes REER. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on espère, mais c'est-à-dire, c'est un peu comme une nouvelle réalité aussi qui se profile pour nous avec ces défis, mais avec vraiment beaucoup d'espoir également. Puis, c'est ça, on voit que les efforts que Fibrose Kystique Canada font pour la communauté, puis surtout pour qu'on ait accès à ces médicaments-là, parce que c'est pas gagné d'avance, puis c'est un combat qu'on poursuit actuellement de façon très active, ben c'est très rassurant et réconfortant. Merci, Marie-Pierre, pour ton témoignage. Merci beaucoup de t'ouvrir à nous. C'est un plaisir.
on te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour les années à venir. Puis c'est le fun de t'entendre parler de famille, de projets. Je trouve ça vraiment, vraiment encourageant pour peut-être les gens aussi qui sont atteints de fibrose kystique et qui nous écoutent, peu importe votre âge. C'est une Ou les belle lueur parents de d'espoir. jeunes enfants aussi, je pense des fois, Ouais. ça peut être encourageant. Bien, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Puis tu parlais, Fibrose Kystique Canada, des gros efforts qui se font là. Puis il ne faut pas dénigrer non plus tous les efforts de la communauté d'affaires. Il y a vraiment des gens qui se rallient à la cause. Moi, j'ai eu le grand bonheur d'animer pour les dernières années la soirée des grands crus pour Fibrose Kystique Canada. Chaque fois que j'ai un micro, moi, j'ai le smile fendu jusque-là. Fait que merci de l'opportunité, Olivier, Louis. Mais j'ai découvert des gens qui avaient à cœur la cause. Louis a réussi à bâtir une équipe d'ambassadeurs autour de lui, autour de Louis. Toutes des gens qui ont pris part à l'aventure et qui se sont mis en mode, écoute, cette soirée-là, on va se le dire, là, gang, c'est sold out à chaque année. Là. À chaque année, le défi qu'on se dit, c'est comment qu'on va faire l'année prochaine pour avoir plus de monde. On est en train de louer le stade olympique là, ou le centre Vidéotron. Fait que Louis d'Anjou, merci d'avoir accepté l'invitation du groupe Sanitec. Puis, ça fait plaisir. En entendant Marie-Pierre, j'imagine que ça évoque en toi une portion d'émotion aussi parce que la fibrose kystique t'a touché de près également. Oui, tout à fait, Marie-Pierre, c'est le fun de t'entendre. Écoute, pleine de vie. Comme beaucoup de fibrose kystique, d'ailleurs, c'est surprenant, des gens qui vivent à 100 000 à l'heure, pour beaucoup. Alors, moi, ce qui me rallie à la fibrose kystique, c'est l'histoire de ma famille. J'ai 2 sœurs qui sont nées atteintes de fibrose kystique, la plus vieille et la plus jeune, qui sont mortes, contrairement à toi, Marie-Pierre, sont mortes avec l'âge, en fait, à l'espérance de vie. Ma sœur Marie, qui est née en 1957, est morte à l'âge de 23 ans. C'était l'espérance de vie quand elle est morte. Et ma sœur Élise, qui est née, elle, en 64, est morte à 29 ans. Puis c'était aussi l'espérance de vie à l'époque. Alors, je fais un parallèle avec toi. Donc, on voit que la maladie, tous les soins, c'est incroyable. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est vraiment fantastique. Moi, je pense qu'honnêtement, la fibrose kystique, dans quelques années, ça va être une affaire réglée. Je le souhaite ardemment, puis c'est pour ça qu'on s'investit dans ça. Alors moi, je suis tombé dedans, la fibrose kystique, quand j'étais tout petit. Mes parents s'impliquaient beaucoup parce que c'était une maladie qui n'était pas du tout connue à cette époque-là. Encore aujourd'hui, c'est mal connu, mais à cette époque-là, personne ne connaissait la fibrose kystique. Et puis, une maladie très rare, il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas d'association, il n'y avait rien. Puis mes parents, Henri d'Anjou, Colette Bédard, ont fondé avec d'autres parents fibrocystiques de la région de Québec la section québécoise, la section de la Ville de Québec de la fibrose kystique. Donc, ça fait 50 quelques années, je dirais 53 ans. Hein. Tu étais là quand on a fêté le 50e, non? François, était-tu? Oui, j'étais là, oui. Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est que mes parents se sont impliqués. C'était des gens d'action aussi. Puis, par la force des choses, moi, je me sentais un peu responsable de devoir faire quelque chose pour ça aussi. Donc, c'était d'emblée que j'ai fait ça naturellement. Je me suis impliqué naturellement. Là, déjà, quand j'avais 5-6 ans, j'étais le meilleur vendeur de toutes sortes d'affaires pour la fibrose kystique. Puis à 12 ans, j'étais le meilleur collecteur de fonds de la région. J'étais quand même pas mal. J'étais tombé dans Marmite quand tu étais petit. Oui, comme Obélix. Ouais. Écoute, et en fait, de fil en aiguille, mes parents s'associaient aussi à des événements, donc la dégustation de vin fromage qui avait lieu, ça y a 30 ans. Puis une formule qui avait été abandonnée avec les années. Puis il y a une vingtaine d'années, Marielle, puis l'équipe de Québec avait dit hey, ça serait le fun peut-être de faire un vin fromage. Tu sais, c'est quand même d'actualité. Le monde aime le vin, le monde aime le fromage, tout ça. Fait qu'on a fait une première version. On n'était pas nombreux. Je me demande si on a ramassé 5-6 000 piastres. C'est comme ça que ça a commencé. Puis, la première année, ils m'ont appelé, ils ont dit, veux-tu participer, blablabla. J'ai dit, parfait. L'année d'après, je me suis dit, crème, je vais me servir de ça comme levier pour attirer du monde de ma gang, de mon industrie. Fait que petit à petit, on a commencé comme ça. Fait que la première année, on avait 4. La deuxième année, j'avais peut-être 3 tables. La 5e année, j'avais 10 tables. Puis aujourd'hui, là, je sais plus, on avait 40 tables l'année passée. Il y a beaucoup de monde qui se sont joints à notre événement, puis ils ont été sensibilisés là, avec des témoignages comme celui de Marie-Pierre, qui les a informés, puis qui les a sensibilisés à la maladie. Puis il y a 7-8 ans, je dirais, là, on est en 2020, 7-8 ans, Simon a commencé à travailler avec moi, puis
Ton garçon. C'est ça, c'est Simon, mon garçon, je m'excuse. Vous ne le connaissez pas, mais Simon, c'est aujourd'hui, c'est lui qui est plus le responsable de l'événement. Donc, il a pris ça en main. C'est Simon qui a amené les ambassadeurs, puis la formule, il a vraiment donné un coup de barre, bang! On va faire quelque chose avec cet événement-là. Donc, c'est sûr que c'est la fougue de ces 25 ans, 26 ans, 28 ans. Excuse-moi, Louis, juste une petite pause. Marie-Pierre doit nous quitter. Tu as d'autres engagements, mais merci de ton témoignage et on souhaite le meilleur pour tout ce qui s'en vient. Et merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps pour parler de notre cause qui nous tient à cœur. Merci. Merci à tout le monde de votre implication. Bonne journée. Bye. Alors, on disait qu'on avait un défi de taille cette année avec le COVID-19. Donc, au début, on s'est dit, on va reporter l'événement. Ensuite de ça, on s'est dit, bon là, Olivier a parlé peut-être de faire ça de façon virtuelle, tout ça. Écoute, au début, on ne savait pas trop, on ne croyait pas vraiment. Puis ce qu'il y avait de particulier, c'est que cette année, c'est notre 20e anniversaire. Donc, on avait des gros noms, on était exigeants sur les montants de participation. Les objectifs étaient élevés, là. Ils étaient très élevés, puis Simon était vraiment très stimulé par l'aventure, puis son équipe aussi. C'était vraiment le fun, c'est une belle gang, une belle dynamique. Fait que là, on est passé de zéro espoir à tranquillement dire, bon, ben finalement, il y a peut-être des moyens de faire quelque chose. Fait que là, évidemment, avec l'aide de Dill et d'Olivier, ils ont monté la plateforme là, qui va servir à la collecte de fonds, à la collecte aussi, à la sollicitation de partenaires pour participer à l'événement. Puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est l'encart silencieux. Puis je pense qu'on n'aura jamais eu un aussi bel encart avec des prix vraiment majeurs. Wow! Oui, Parce qu'à chaque année, moi, c'est ce qui m'impressionne de cette soirée-là des Grands Crus, c'est la qualité des prix. Moi, j'ai pris la peine de me laisser tenter à l'occasion. Puis, je vais me rappeler toute ma vie d'avoir pu amener mes enfants à Montréal à l'enregistrement de l'émission Génial. C'était un des prix qui était offert là. Donc, quand j'ai vu ça, je disais, c'est sûr, pour mes gars, c'est parfait. Fait que vous avez vraiment, là, de par votre réseau de contacts, vous allez chercher des super beaux prix, des choses des choses que tu ne peux pas te payer. C'est ça qui est trippant. Tu sais, je peux me payer une peinture, je peux me payer une bouteille de vin, mais il y avait des affaires là que tu n'as pas accès à ça sinon. Là. Fait que vous êtes vraiment créatif là-dedans. Donc là, l'enquête silencieux, ce que je comprends, Louis, c'est qu'il n'y a pas, cette année, la beauté de la chose, c'est qu'il n'est pas réservé uniquement à ceux qui vont aller à la soirée des Grands Crus. Monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute là, pourrait aller voir l'enquête puis bider dessus. Là. Absolument, puis il y a des superbes prix, il y a des magnifiques bouteilles de vin, on a une belle commandite de la SAQ, on a une super commandite d'Air Canada qui nous offre 2 billets d'avion en Amérique du Nord, incluant le Mexique, les Caraïbes, alors non, c'est vraiment un beau partenariat. J'espère qu'il n'y a pas de date d'expiration trop proche, par Non, exemple. je pense que c'est 2 ans, mais enfin, écoute, ils vont s'adapter, c'est bien certain que c'est un prix, donc c'est intéressant. Il y a Meubles South Shore qui nous donne 3 meubles ou 3 sets de meubles, vraiment des beaux prix très intéressants, puis une multitude d'autres offres que je vais vous laisser découvrir sur le site. On va mettre le lien dans les commentaires parce que ça commence, la date exacte, c'est le 20, ça commence le 20, c'est du 20 au 25. Donc, au début, vous pouvez regarder, mais à la fin, il va falloir miser si vous voulez avoir les lots. Et puis, c'est sur une plateforme vraiment intéressante là, qui nous donne d'heure en heure la situation de notre mise. Donc, vous pouvez miser, aller prendre un petit café, aller prendre votre bain, votre douche, puis vous avez un petit rappel qui vous dit que quelqu'un a misé un peu plus que vous. Alors, ça va être important d'aller miser davantage si vous tenez votre prix. Mais honnêtement, je pense que ça va être une belle réussite. Et puis, évidemment, tous les profits seront investis pour les adultes et les enfants atteints de fibrose kystique. Bon, ben, comme on l'a fait depuis plusieurs années, depuis au-delà de 50 ans. Puis, on voit les résultats avec Marie-Pierre. Donc, c'est important, c'est très important. Il y a peu de gens qui sont familiers avec cette maladie-là, mais le geste est significatif. Et puis, Fibrose Kystique Canada est un des organismes les mieux gérés au Canada. En passant, ils ont été cités à plusieurs reprises dans les années passées pour leur saine gestion. Donc, c'est important. Ce que j'entends là-dedans, c'est que vous avez la capacité de démontrer qu'il y a le plus gros pourcentage qui va, dans le fond, pour fibrose kystique, pour les gens qui sont atteints, puis la recherche, dans le fond. Ben, c'est pour les véritables besoins. Exact. On est accrédité par Imagine Canada, qui est un peu comme dans l'industrie, il y a les ISO de ce monde. Imagine Canada se voit tracer la ligne de qu'est-ce que les bonnes pratiques
managériale et opérationnelle en philanthropie et s'assure à ceux qui opèrent sous la bannière d'Imagine Canada qu'on tombe dans ces bonnes pratiques. Donc, oui, les ratios sur $1 donné, combien va à la cause, c'est un des éléments clés, mais c'est aussi sur l'impact de la mission. Assurer que les dollars investis ont une valeur ajoutée, une plus-value notable sur la mission, et notre mission est d'améliorer la cause des familles. Donc, on est très fiers de pouvoir avoir ce saut d'assurance-là, parce que dans un marché aussi compétitif que le milieu philanthropique au Canada, même au Québec, c'est vrai, on ne pense pas à ça, mais c'est compétitif. Vous vous arrachez des porte-monnaies qui sont les mêmes. Toutes les causes sont bonnes. Toutes les causes sont bonnes, mais il faut respecter le donateur parce qu'à la fin de la journée, on est fiduciaire de leurs dons. Et lorsqu'ils nous versent un montant, ils nous versent un montant en toute confiance qu'on va exécuter à bien notre mission avec les fonds recueillis. Et c'est important parce que vous avez vu avec Marie-Pierre, les bénéficiaires de la mission sont les familles fibrokystiques du Québec, du Canada qui vivent des jours meilleurs d'année en année grâce aux résultats de tout ça. Puis cette année, c'est un gros merci là, à la famille d'Anjou qui a répondu présent pour une version virtuelle. Il y a vraiment un beau buzz autour de Simon et son équipe d'ambassadeurs. Odile travaille plus au quotidien avec eux, mais moi je les vois aller, puis moi j'ai juste hâte de participer. Puis le côté grand cru a quand même été très bien respecté dans l'encan. De très bonnes bouteilles. On sait pas nécessairement. C'est souvent là qu'il y a de la chicane. Là. Vous avez une gang là, qui ont dit. C'est bon pour les enchères. C'est bon pour les enchères. Ça fait monter les prix. Exactement. Alors, moi, je mets le lien tout de suite qui va apparaître à l'écran. Donc, c'est macause.com/FK/encan. Donc, c'est disponible du 20 au 25 novembre. Ne tardez pas parce que ça va partir comme des petits pains chauds, ces beaux prix-là. Et si vous n'êtes pas en mesure de faire un don, ça se peut, on le sait, on respecte votre porte-monnaie puis il n'y a pas de problème. C'est sûr que vous êtes capable de faire un partage sur ce que vous venez d'entendre là. Fait que ça sera votre contribution. Fait que si vous êtes capable de faire un don puis en fait, un don, c'est de participer à un encan. Fait que c'est pas juste un don, il y a un prix qui vous revient. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, je vous demande au moins de partager l'entrevue dans votre réseau. Il y a peut-être des gens autour de vous que ça va intéresser et qui vont vouloir s'impliquer davantage. Merci beaucoup, messieurs. Ça a été très, très agréable de passer ce moment-là en votre compagnie. On en a appris un peu plus sur Fibrose Kystique Canada. Merci, Louis, de tout ce que tu fais avec ton équipe. Vous êtes vraiment des modèles à suivre de philanthropie, une entreprise qui a à cœur de redonner. Je ne sais pas combien d'heures vous mettez là-dedans, mais je sais que vous donnez sans compter. Fait que c'est très apprécié et c'est vraiment impressionnant de voir ça. C'est notre plaisir. Merci, Olivier. On est content de le faire. Oui, je suis convaincu. Merci beaucoup, Olivier. Puis à très bientôt, messieurs. On se dit à la prochaine pour l'édition des Grands Crus 2021 qui va revenir en présentiel. J'en suis convaincu. Absolument. Salut. Merci François. Merci, Louis.